Ils sont déjà sur ce plateau. Il s'agit de Hugues Hector Zogo et de Roland Laurent Tonnerikes, comme tous les lundis. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également à nos téléspectateurs, à tous les auditeurs de Diaspora FM. Alors bonjour Roland Laurent Tonnerikes. Carole, bonjour. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour téléspectateurs, internautes et auditeurs de la 102.3 FM. Voilà, affaire Sodjinou, affaire qui défraie la chronique actuellement. Dans tout le pays, aujourd'hui, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle qui doit siéger et statuer sur cette polémique qui défraie la chronique depuis quelques semaines. Roland Laurent Tonnerikes, voilà. Une fois encore, l'honorable Sodjinou a fait une sortie hier suite à celle du candidat du parti Les Démocrates. J'ai bien envie de poser comme une toute première question, quels sont aujourd'hui les enjeux politiques? D'abord, il faut préciser que c'est un malheureux ping-pong auquel nous assistons sur l'échiquier politique. C'est malheureux que nous assistions à ce spectacle déshonorant pour notre démocratie, parce qu'on voit l'autre parti parler, après l'autre parti parler, avec tout ce que ça entraîne, la corrélation avec les injures, les mauvais traitements, les mauvaises appréciations, tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, en 2025, on ne peut pas continuer à accepter une telle image pour notre pays parce que le monde entier, malheureusement, nous suit. Et en réalité, dans cette situation, sommes-nous désormais un modèle comme nous avons été par le passé, en parlant de démocratie et en parlant de vivre ensemble. Alors, quel enjeu pour le Parti Les Démocrates? Je voudrais d'abord quand même, si on s'en tient aux dénonciations du candidat Michel Sodjinou, il faut quand même préciser si les faits de régionalisme dénoncés par le candidat sont fondés, c'est à décourager. Il faut le dire. Parce que le Bénin restera un et indivisible, et donc les relents régionalistes devraient être combattus. Mais est-ce que les relents régionalistes d'un parti, du président du parti, que vous n'avez pas dénoncé, suffisent à bloquer votre parti aujourd'hui pour l'empêcher d'aller aux élections? J'ai dit dès les premières heures de cette affaire que les motivations peuvent être ailleurs. Et je ne m'aligne pas derrière ceux qui, tout de go, veulent accuser le régime en place pour dire que c'est Patrice Talon qui serait derrière. Mais j'estime que peut-être la scène qui a peut-être commencé par un simple chantage a mal tourné et peut-être n'est plus sous le contrôle du maître chanteur en griffe. D'accord. Donc, oui, l'enjeu pour le parti, il n'y a pas d'enjeu. C'est que si les choses restaient en l'état, et si aujourd'hui, les regards étant tournés vers la Cour constitutionnelle, ces regards n'avaient pas gain de cause, une satisfaction, en réalité, l'enjeu, c'est que le Parti démocrate n'ira pas aux élections. On aura dans la course Paul Rompert et Mariam Talata Chavizime et son titulaire Romain Wadaï. Et évidemment, peut-être que Agbosaga, dans les prochains jours, et notre compatriote Anatole Ouensavi auront des parrainages, qui sait. Donc, pour le moment, si les choses restaient en l'état, c'est que le Parti démocrate n'ira pas aux élections, il n'y aura plus d'enjeu. Parce que l'enjeu, c'est de travailler, d'aller aux élections, de vouloir conquérir le pouvoir d'État. Mais dès lors que vous n'êtes pas dans la compétition, vous êtes disqualifié de la compétition, il n'y a pas espoir, il n'y a rien à faire. Ce que je continue de dire, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul et apprécier cette affaire sur plusieurs leviers et se demander quel pourrait être le mobile. Parce que oui, paix à son âme, Maître Kato Atita, quand il était avocat de la partie Olivier Bokor et Omeki dans l'affaire qui a secoué l'État, le Bénin en septembre 2024, à un moment donné, quand il était bloqué, il a dit quel est le mobile du crime. Et donc, dans ce cas d'espèce, j'ai envie de demander quel est le mobile du crime. Si ce n'est que les dénonciations à relents, en tout cas régionalistes, et dont parle Michel Sodjinou, est-ce que cela suffit simplement à maintenant bloquer le parti avec son parrainage pour dire je ne parraine pas et que bon, finalement, soyons concentrés sur les législatives.
Et encore que pour les législatives. Et cela, je l'ai de tout temps rappelé sur ce plateau. Et peut-être que les gens nous prennent sur ce plateau le plus souvent quand nous parlons, nous prennent peut-être à la légère. Je l'ai toujours dit, vous avez été dribblé en 2019, vous avez été dribblé en 2020, 2021, 2023 également. Et si vous ne prenez pas garde, vous risquez d'être dribblé en 2025 ou en 2026. Je crois qu'on est en plein dedans. Et donc, nous sommes, et là, il y a les listes pour les communales et les législatives qui sont en constitution. Vous imaginez, le parti, les démocrates, malheureusement, est tellement concentré sur cette affaire, pendant que le chef de l'État travaille depuis quelques jours, en tout cas sans sommeil, à constituer ces listes pour les législatives et les communales. Les délégations défilent chez le chef de l'État pour continuer les listes pour les communales. Et donc, il s'assure que tout sera fait minutieusement. Là, les démocrates, peut-être, sont concentrés sur cette affaire, vont constituer les listes pour les démocrates et pour les législatives et les communales, et qui seront peut-être vont déposer avec des erreurs, alors que dans la loi, c'est précisé, je vais peut-être revenir sur l'article qui le dit clairement, dès lors qu'il y a une erreur, notamment pour un nom, il n'y a plus possibilité de remplacer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de ce que les démocrates doivent pouvoir être dans leur tête, se dire, c'est peut-être une bataille perdue d'avance pour nous, pour la présidentielle, c'est d'abord de dégager une équipe. Et en l'état aujourd'hui, parce qu'on a pu voir, quand on regarde un peu le cas Michel Soudjinou, je ne trahis aucun secret en disant que oui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette formation, qui disaient, mais si c'est lui, je ne donne pas mon parrainage, si c'est lui, je ne donne pas mon parrainage. Et là où je condamne le parti, c'est que moi je dis, bon d'abord j'ai bien expliqué que leur responsabilité, mais aussi là où je le dis aussi clairement, dès lors qu'il y a ces relents de dénonciation ou des gens qu'on s'est baboudés, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? J'ai appris moi que le jour où ils sont allés rechercher, prendre les parrainages le 2 septembre, un député avait voulu sortir de la Sénat sans rentrer dans le bus au retour. Est-ce que c'était Michel Soudjinou? Et si c'était lui, pourquoi ils ne l'ont pas dit? Pourquoi ne pas en réalité anticiper parce que ce que le monsieur pose comme problème, si ce n'est que le régionalisme qu'il dénonce, il fallait trouver le moyen pour le rassurer. Et dans sa vidéo d'hier, il disait que le nom de Renaud Agbodjo avait été choisi depuis. Si c'est vrai ce qu'il dit, alors je pense que les responsables du parti aussi ont failli quelque part. Alors pourquoi est-ce qu'à un moment donné, dès lors que vous avez ces signes de dénonciation ou d'opposition à la dynamique de groupe, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu aller à la table de négociation? Justement, j'ai bien envie de dire, n'est-ce pas des faits qui viennent corroborer les propos entre-temps sur les réseaux sociaux de Nouroudine Saka Saleh? Nouroudine Saka Saleh a posé le diagnostic du parti des démocrates. Ce qui s'avérait aujourd'hui être vrai avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il aurait été le bon candidat de ce parti. Mais nous savons les raisons qui ont peut-être contribué à ce qu'il ne soit pas candidat également. Donc aujourd'hui, oui, du moment où il l'a dénoncé, il a posé un diagnostic que les gens n'ont pas réagi, c'est à croire que tout allait très bien. Et que c'était lui peut-être qui était dans le déni. Alors aujourd'hui, malheureusement, le parti... Et c'est sans cela, je dis que le mobile et le motif qui sous-entendent en fait cette réaction de Michel Soudjinou, je suis d'accord qu'il dénonce. Et je suis d'accord que oui, quand on est dans un groupe et qu'en réalité on n'est pas suffisamment écouté, il faut se faire entendre, il faut réagir. Mais de là à empêcher carrément son parti d'aller aux élections, le risque est beaucoup grand pour le parti, malheureusement aujourd'hui. Et on pourrait peut-être procéder autrement. Hugues Hector Zogo, ce sera la même question pour vous. Quels sont, selon vous, les enjeux politiques de cette crise au sein du parti de l'opposition, les démocrates? Vous savez, il y a quand même plusieurs plateaux à partir desquels j'ai rappelé au parti les démocrates qu'on n'arrache pas le pouvoir d'État des mains de Patrice Talon tel qu'il se comporte là. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Parfait. Parce qu'ils ont pris du temps à s'amuser. Il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Le parti, les démocrates, s'est amusé avec la conscience collective des Béninois. Parce que vous ne pouvez pas vous retrouver pratiquement le seul parti crédible de l'opposition et nous présenter ce scénario. Dites-moi de manière concrète, qu'est-ce que ce parti a pu faire? Quel message ce parti a pu lancer pour qu'on puisse effectivement se dire, voilà un parti organisé?
Vous pensez un instant que les dissensions ne se retrouvent pas au niveau des autres partis de l'opposition? Vous pensez que ces dissensions-là ne se vivent même pas au cœur de la mouvance présidentielle? Mais à un moment donné, il faut forcément que le leader puisse prendre la parole. On n'a pas manqué de souligner à quel point Boni Yayi a failli en tant que leader. Mais aujourd'hui, avec les déballages, avec tout ce qui se dit, on se rend compte que c'était une stratégie plutôt menée par Boni Yayi. Parce que la mouvance nous a donné rendez-vous pour le mois d'octobre, pour qu'on puisse connaître ses candidats. Et après analyse, elle se rend compte que agir de cette manière-là pourrait ne pas être profitable à la classe politique qui soutient le chef de l'État. Et donc, le 31 août, ils nous ont sorti le nom du candidat président au niveau de leur formation politique. Regardez un peu le temps entre 31 août et pratiquement le 12 octobre qui était annoncé à plusieurs reprises par médias interposés. Mais quelle a été la stratégie du Parti Les Démocrates? Normalement, ils devraient aussi travailler à pouvoir nous permettre de connaître le candidat assez tôt. Mais ils n'ont pas fait. On l'a décrié ici. On a fait savoir qu'on avait besoin de connaître le candidat de l'opposition pour que déjà les débats d'idées se mènent. Mais ils ont joué au sourd. Ils n'ont pas voulu entendre raison. Et donc, ils se sont mis dans une posture où il faut attendre pratiquement les derniers jours ou pratiquement le dernier jour de dépôt de candidature pour nous sortir cette carte-là. Et ça les rattrape. Vous ne pouvez pas avoir au cœur d'une formation politique plusieurs leaders détenant quand même des aptitudes dont vous êtes conscient, susceptibles de leur permettre de dire « Moi, je suis candidat à la candidature de la présidence de la République. » Vous avez plusieurs leaders, vous avez plusieurs figures. Et vous êtes conscient du fait que ces figures-là sont en droit de le réclamer. Mais vous ne faites absolument rien. Et pratiquement à quelques 10 jours, vous mettez subitement en place un comité pour dire que vous voulez un jeu démocratique. Mais est-ce que c'est un jeu démocratique qui s'est passé au cœur de ce parti-là? En réalité, non. Boni Yayi voulait en fait jouer à la ruse avec les militants du parti. Ça le rattrape. Et donc, il doit assumer. Le premier acteur aujourd'hui qui permet à ce que le parti, les démocrates, se retrouvent face à cette difficulté, c'est Boni Yayi, ce n'est pas deux noms. Vous êtes en train d'analyser le leadership de l'homme, de l'ancien président de la République, Boni Yayi. Peut-on parler aujourd'hui d'une dérive autocratique ou pas suite aux nouvelles révélations de Sodino? Je ne voudrais pas parler d'une dérive. Nous avons un véritable problème au sein de nos formations politiques. Une formation politique, ce sont les idées et ce sont les moyens financiers. Deux grands secteurs sur lesquels il faut pouvoir travailler davantage. Ben justement, quand c'est une seule personne qui met à disposition ces deux moyens, pensez-vous qu'il laissera le libre choix à ceux qui n'arrivent pas à participer aux dépenses liées au développement du parti à décider? La formation politique, les démocrates, a 28 députés à l'Assemblée nationale. Donc au moins 28 leaders capables de mettre la main à la poche pour participer à la vie du parti. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, l'État béninois a réglé ce problème en mettant à disposition une subvention pour que la vie politique s'anime. Le parti bénéficie. Depuis 2023, il y a plus de subvention. Mais est-ce que cette subvention a été vraiment octroyée au Parti Les Démocrates? Vous savez, parce que sur ce plateau, au lendemain des législatives, ils ont pris une première partie. Mais depuis 2023, il n'y a plus de subvention. Justement. Vous savez, moi, j'aime pas jouer avec la conscience du peuple. De vous à moi, le montant qui a été alloué à ce parti-là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Quelle est, de vous à moi, à la date d'aujourd'hui, est-ce que vous connaissez une seule activité où on puisse dire que le parti Les Démocrates
travailler à la formation des militants à la base. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de formation. Si l'acteur qui doit remettre le parrainage ne sait pas ce que signifie être membre d'un parti politique, si l'acteur ne sait pas ce que signifie le parrainage, si l'acteur ne sait pas ce que représente l'éthique et la morale au cœur d'une nation, que voulez-vous qu'on dise? Ils ont bénéficié d'une subvention. Même si c'est une partie, ils en ont bénéficié. Pourquoi Boni Yayi se permet aujourd'hui, tel que vous l'aviez dit, d'être le seul acteur qui finance le parti? Quand vous prenez l'honorable Éric Oundété, ce n'est pas quelqu'un capable de mettre la main à la poche pour apporter une contribution. Quand vous prenez Nouroudine Saka Saleh, à plusieurs reprises, il a organisé des plateaux d'émissions. Vous pensez que c'est gratuitement qu'il le fait? C'est du sacrifice. Alors, quand vous avez des acteurs qui apportent des idées, qui veulent qu'il y ait de l'innovation au cœur de votre formation politique, une formation politique que vous avez mise en place, et que vous pensiez un instant que vous êtes le seul capable de faire asseoir votre hégémonie, à un moment donné, ça s'éclabousse. Et nous en sommes là. Nous en sommes là. Boni Yayi aurait permis à ce qu'une première concertation se fasse, par exemple, entre les 28 députés, pour dire, écoutez, voici les différents acteurs que je vous propose comme candidat à la candidature des présidentielles de 2026. Et dès que ce premier pas est fait, il écoute les autres. Vous ne pouvez pas... Il n'est pas, en fait, il n'est pas président de la République. Donc, il n'incarne pas à lui tout seul une institution de la République béninoise. Il est un président de parti. Encore que, quand vous parcourez un peu l'histoire politique de cette formation politique-là, vous posez la question de savoir pourquoi on a éjecté Éric Oundété pour que ce soit Boni Yayi qui se retrouve finalement à la tête du parti. Quand il sait lui-même qu'il a déjà suffisamment de problèmes de par le passé avec le président en exercice, pourquoi tient-il à se retrouver forcément à la tête du parti? Aujourd'hui, ça nous apporte quoi? Ça ne nous a rien apporté. La seule chose que ça apporte au peuple béninois, c'est du stress inutile, c'est de la pression inutile. Boni Yayi aurait pu se mettre de côté. Laisser par exemple Éric Oundété conduire le parti ou un autre leader conduire le parti, qu'on ne serait pas en train de subir ça. D'assister à ça. Ah, mais aujourd'hui, j'ai bien envie de vous poser la question, Hugues Hector Zogo. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui Sodino? Mais qu'est-ce qui le motive? C'est la liberté. Défense des principes démocratiques ou positionnement? Non, écoutez, c'est quel acteur politique ne veut pas se positionner? Vous en connaissez un seul qui ne veut pas se positionner? La politique, elle est dynamique. Vous avez vu les FCBE avec Paul Rompet. J'ai décrié le fait que c'était amoral. On va en revenir, c'est le deuxième sujet à aborder sur ce plateau. J'ai décrié le fait que c'était amoral. Mais on m'a fait comprendre qu'en réalité, la politique, c'est pas ça. Et oui, la politique, c'est ce que nous présente aujourd'hui Soghinou, avec ses pairs du parti Les Démocrates. Tel qu'on fait son lit, on se couche. Ils ont permis à ce que ce qui se vive aujourd'hui là soit une réalité au cœur de leur formation politique. Ils ont minimisé le camp d'en face. Il faut avoir le courage de se dire la vérité. Ils ont minimisé le camp d'en face. Roland l'a rappelé tout à l'heure. Il y a quand même eu des précédents. Il y a eu des précédents. Lors des élections antérieures, on a quand même vu ce qui s'est passé avec l'opposition. Et tout le monde se disait, attention, il ne faudrait pas que vous tombiez dans un autre piège. Aujourd'hui, ce n'est plus le pouvoir qui est là. Mais c'est eux-mêmes qui se retrouvent à ne plus s'entendre. La sortie de Éric Oundété, l'honorable Éric Oundété, comment est-ce que vous l'interprétez? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la Cour constitutionnelle? Que la Cour constitutionnelle donne raison au parti Les Démocrates? J'en doute fort. Parce que la sortie de Éric Oundété vient en réalité signifier que le 2 septembre, effectivement, l'honorable Sodhinou n'était pas libre. Parce qu'il dit que c'est lui qui l'a forcé à pouvoir remettre son parrainage au président Boni Yayi. Donc c'est un message important. Éric Oundété, c'est un stratège politique. Vous avez refusé que je puisse être candidat. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans mon parcours politique, alors que je remplis pleinement les conditions. Et si
nous sommes dans des jeux de chaises, je vais vous démontrer aussi de quoi je suis capable. Et donc, c'est ce que signifie cette sortie-là. Vous pensez un instant que Éric Nkoundété est sorti juste pour... amener Sodjino à remettre... Non, bien au contraire. Il vient apporter une information sur laquelle, sans aucun doute, la Cour constitutionnelle va surfer au cours de cette journée. Et mieux, quand il a fait ça, le parti a trouvé une nouvelle stratégie pour dire que l'honorable a été kidnappé. Et ça, on fait porter malheureusement ce message-là. Non, pas kidnappé, il n'a pas affirmé. Ouais, non, écoutez, laissez-moi aller. Il a laissé entendre qu'on ne sait pas là où se retrouve Laissez-moi. Ce qui a amené Sodjino à sortir, laissez-moi aller. Dire qu'il est toujours là. Laissez-moi aller au bout. Allez-y. Il y a une sortie du candidat du parti Les Démocrates qui fait comprendre au peuple en réalité que l'honorable Sodjino a été kidnappé. On ne l'a pas retrouvé. Il a disparu. Et donc, à partir de ce moment-là, ils veulent savoir si c'est effectivement le pouvoir de Patrice Talon qui est derrière ça. Ils veulent savoir si c'est la mouvance qui est en train de mettre la pression à l'honorable Sodjino. Mais vous avez vu la réplique. Elle a été cinglante avec l'honorable Sodjino. Beaucoup me diront, oui, il est en train de faire une lecture. Vous n'avez pas vu le candidat du parti Les Démocrates, c'était vraiment une lecture. L'honorable Renaud Agbodio, je dis l'honorable, l'avocat Renaud Agbodio fait une lecture. On est dans une communication politique. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le rapport des forces. Le rapport des forces n'est pas en faveur du parti Les Démocrates. Boni Yaye ne se serait pas retrouvé. Justement, n'est-ce pas parce qu'il se sent en position de force aujourd'hui qu'il agit de la sorte, au point de vouloir empêcher son parti politique de participer à la présidentielle prochaine. Dans la société, lisez le parcours de ceux qu'on appelle les marginaux. Ils constituent 10% de la population mondiale. Et les marginaux attendent le bon moment pour créer le scandale. Et dès qu'ils créent le scandale, systématiquement, il n'y a plus de suite. Il a été clair. Regardez sa première sortie. Dans sa première sortie, au moment où tout le peuple béninois est en train de le supplier. On pouvait encore croire avoir une foi en ses paroles. Non, quelle foi? Le message qu'il était venu passer au parti Les Démocrates, ne vous leurrez pas. Il est en train de faire de la communication politique. Le message, le tout premier message qu'il a partagé, c'est « Moi, j'ai fini avec la page des élections présidentielles. Si vous tenez effectivement à poursuivre le combat, concentrez-vous sur les législatives. » Et la sortie d'hier, il vient dire quelque chose de très important. Et ça, j'espère du plus profond de mon cœur qu'on n'arriverait pas à cet extrême-là. Parce que quand il parle pour dire qu'il a la possibilité de traduire devant la justice, à la fois falsification de dossiers, à la fois l'avocat Renaud Agbodio et un certain nombre de personnes, je pense qu'il ne va pas prendre ce risque-là. Parce que prendre ce risque-là, c'est mettre notre pays en danger. Là, oui, c'est vrai, il a le droit. Il a le droit de refuser de remettre son parrainage. Mais attention, au-delà de ce droit-là, il y a quand même l'intérêt supérieur de la nation qui prime. Il a le droit aujourd'hui de bloquer son parti, les démocrates, pour que le parti n'aille pas aux élections. C'est son droit le plus absolu. Mais l'histoire, attention, l'histoire rattrape. L'histoire demain, quand elle va être racontée, c'est son nom qu'on citera pour dire, par exemple, que le parti Les Démocrates n'a pas été aux élections parce qu'il a manqué de remettre son 28e parrainage au parti. Et vous ne mesurez peut-être pas tout ce que cela pourrait avoir comme conséquence sur la vie politique de notre nation. Peut-être que là où il est, lui-même, il ne mesure pas encore l'impact. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Les questions électorales sont des questions assez sensibles. Toutes les personnes qui sont en train de prendre attache avec lui, ce n'est pas de bonne foi que les personnes le font. Bien évidemment, parce que ces personnes-là souhaitent que notre État vive toujours dans la paix. Mais s'il, au-delà de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, où tout le peuple béninois, à la limite, est en train de le supplier, parce que ne l'oubliez pas, même au cœur de la mouvance présidentielle, des leaders insoupçonnés auraient souhaité que le parti Les Démocrates aille aux élections. Parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir dire à la fin, nous sommes partis aux élections, on a eu des élections inclusives, on a eu des élections transparentes, on a eu des élections libres, apaisées. On peut aller aux élections et le parti peut ne pas remporter.
Ça va permettre à une frange de la population béninoise de dire oui, je suis allé aux urnes et j'ai exprimé mon droit de vote. Parce que tous ceux qui sont béninois ne soutiennent pas le mode de gouvernance de Patrice Talon. Et donc, il faut permettre à cette frange de la communauté béninoise qui n'est peut-être pas d'accord avec le mode de gouvernance de Patrice Talon d'aller aux urnes pour pouvoir l'exprimer. Parce que dans un régime démocratique, il y a ce qu'on appelle l'alternance au pouvoir. Et l'alternance au pouvoir se vit exclusivement par les urnes. Quand le citoyen est fâché, c'est à travers les urnes qu'il le dit. Et ce sont des statistiques qui permettent même à celui qui peut-être croit avoir tout en faire de se dire « Ah mais je ne savais pas que ce que je faisais, ça déplaisait autant à mon peuple. » Donc pour moi je lance un appel citoyen à l'endroit de l'honorable Soguinou. Oui, vous avez le droit aujourd'hui de bloquer le parti Les Démocrates. Parce que le dernier recours, c'est au cours de la journée qu'on aura le verdict. Des décisions finales, oui. Mais attention, au nom de la paix, faites très attention à tout ce que vous tenez comme acte, tout ce que vous posez comme acte aujourd'hui. Demain, quand ça va peut-être se retrouver dans tous les sens, on ne dira plus le parti Les Démocrates. On ne dira plus c'est telle personne qui lui a mis la pression pour qu'il ne remette pas son parrainage, ainsi de suite. Il ne faudrait pas qu'il tente ce qu'il a annoncé hier. Parce que pour moi, c'est une annonce qui a été faite. Alors, Roland, on a le droit d'être candidat dans un État démocratique, même quand on ne partage pas le même point de vue que le pouvoir en place. Roland Tonnerikes, quel impact cette crise peut-elle avoir aujourd'hui sur la légitimité du candidat du parti Les Démocrates? Quel impact? Je l'ai dit dès l'entame de cette émission, ils n'iront pas aux élections, il n'y a pas d'impact. C'est quand ils seront dans la course qu'on pourra parler d'impact. Mais il me plaît bien de revenir sur certains points essentiels pour dire le financement des partis politiques, c'est pour, certes, la formation des militants, mais également pour les activités du parti. Ça permet au parti de financer le siège du parti. Si entre-temps ils ont loué un siège, c'est de financer peut-être le siège, si c'est loué dans les départements sièges. Donc c'est pour le fonctionnement du parti ce financement. Donc oui, même si on avait formé les députés avec ce financement, cela ne pouvait pas empêcher un député de faire ce que fait Soguinou. Et je précise en disant aussi ceci, même si ce n'était pas Renaud Agbodjo, ce qui se passe là pouvait arriver. Même si ce n'était pas Renaud Agbodjo, qui était candidat du Parti des Démocrates, ce qui se passe pouvait arriver. Parce que après, à la suite de cette crise, on a pu entendre que certains députés ont dit si c'est tel, je retire mon parrainage. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et nous sommes en plein dans une crise des valeurs. Il ne faut pas qu'on se leurre en réalité. Au sein des partis politiques. Au sein des partis politiques. Nous sommes en plein dans une crise des valeurs. Nous avons tous entendu dire dans ce pays que la réforme du système partisan, c'est pour renforcer les partis. Mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui renforce un parti ou fragilise un parti? Vous pensez qu'il n'y a pas ce problème ailleurs? Il y a bien ce problème de l'autre côté. Mais sauf que, de l'autre côté, compte tenu de celui qui est au pouvoir et qui a les leviers en main, personne ne veut oser parler. Je ne trahis aucun secret en disant, même Hugues, peut-être qu'on ne dira pas sur un plateau, mais il a certainement la chance d'écouter les gens de la mouvance qui ne sont pas d'accord avec la candidature de Roméo Wadaye, mais pourtant, ce sont eux. Alors, si un individu en arrivait à faire tanguer la majorité, posons-nous les questions. Alors, nous allons dans les partis politiques, pourquoi? Pour l'intérêt général ou pour nos intérêts personnels? J'ai bien dit que les problèmes évoqués liés au régionalisme, c'est à combattre. Ça, je suis d'accord. Mais de là à décider unilatéralement de ne pas permettre à son parti d'aller aux élections, il y a matière à se poser des questions. Alors, quand j'entends mon collègue parlait de Éric Ondete pour dire sa sortie, c'est pour peut-être apporter des éléments à la constitutionnelle qui... Je dis c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que dans cette crise qui secoue le Parti des démocrates aujourd'hui, le premier individu que certains accusent à tort ou à raison, il se fait que c'est Éric Ondete. Pourquoi? Parce que dans la sortie, déclaration, dans les premières réactions de Soguinou, on a pu entendre que il disait que si ce n'est pas Éric, il ne donnerait pas son parrainage. Et on a tous dit, si c'est que Éric, ce n'est que Éric que tu veux, mais que déjà, dans le jeu de candidature, il y a un inséparable de Éric,
Sauf que oui, là aussi, il y a un autre problème quand même à soulever. Pourquoi alors tu continues? Et pourquoi est-ce que celui que tu prétends soutenir, défendre, ne fait pas l'essentiel pour te ramener à la raison? Et quand vous lisez la sortie, le message hier, puis j'ai pu lire aussi également une publication d'Éric Ounete, moi je voudrais quand même dire aux gens que au-delà de ce que nous dénonçons aujourd'hui ou de ce que nous constatons au niveau du Parti des démocrates, c'est que c'est un précédent qui va nous rattraper tous. Mouvance ou opposition. Et en l'état, il ne faut pas encourager cela. Je ne voudrais pas entendre encore que c'est ce que Eric a sorti là qui pourrait orienter la Cour dans sa décision, ou bien qui devrait être un élément sur lequel la Cour peut se fonder pour rendre une décision. Je veux bien croire que les sages de la Cour sont suffisamment indépendants qui prendront une décision dans la journée d'aujourd'hui. J'ai pu lire Matin Libre écrit qui fera tache d'huile, négativement ou positivement. Que ce soit négatif pour les démocrates, ça fera tache d'huile. Parce que tenant compte des précédents qu'il y avait. Si c'est positif, ça fera aussi tache d'huile. On a pu voir les différentes cours constitutionnelles fonctionner dans ce pays. On a pu voir qu'à des moments donnés, il y a des soubresauts. Après, on a pu voir comment les cours se sont comportés. Je ne voudrais pas que la Cour se base sur les dénonciations qui sont liées aux problèmes internes d'un parti pour trancher. Là, en réalité, nous ne sommes plus dans le droit. La Cour se base sur des éléments juridiques pour statuer. Parce que ce que dénonce Michel Sodinou est un problème interne au fonctionnement du parti. Ce qu'a dénoncé Éric Ounete dans sa déclaration est un problème interne au fonctionnement du parti. Et quand je regarde la sortie, je lis la sortie, le message envoyé par Saka Fikara, l'honorable Saka Fikara hier, qui dit s'est déplacé pour aller rencontrer Sodinou, qui a tenté à maintes reprises de le convaincre et qu'il a refusé, et que lui seul sait pourquoi il refuse de donner le parrainage. Tout cela mis dans la balance, je continue de dire, comme je l'ai dit dès l'entame, que au départ, peut-être Michel Sodinou n'était pas dans la dynamique de ne pas donner ce parrainage, c'est peut-être parti d'un banal chantage qui a mal tourné et qui aujourd'hui n'est plus sous son contrôle, malheureusement. Et j'ai pu échanger avec des acteurs et je pense que le motif ou le mobile de cet acte de Michel Sodinou, au-delà de ce que les gens peuvent, à tort ou à raison, condamner le pouvoir en place, ça peut avoir des motivations même bien ailleurs. Et en somme, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans cette affaire? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dans une crise des valeurs. Et je conclue en disant aussi, dans cette crise, les communicants des deux camps font tellement d'erreurs de communication que, à tort, on peut accuser un camp, ou à raison. Je suis au regret de constater que la plupart des sorties de Michel Sodinou, en tout cas, c'est des sorties relayées, et d'ailleurs les premières personnes qui balancent ça sont des gens qui se réclament être proches de la communication gouvernementale. C'est une erreur. Et je voudrais demander au chef de l'État de discipliner sa troupe. C'est pas bon. Parce que les gens, à tort, accusent ou à raison accusent ton régime. Mais en même temps, ce sont les éléments qui communiquent pour le régime, qui sont les premiers à balancer ces informations. Ce n'est pas bon. Mais c'est de bonne guerre. Non, ce que je vous dis, c'est quoi? On pourrait le dire? Non, ce que je dis, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui... Mais c'est une compétition, c'est pas un jeu amical. Attendez, Carole. Non, Carole, là, je vous dis, moi, je le dis pour que ça aide les aides. Il peut prendre ça mal. Ce que je veux dire, c'est quoi? Aujourd'hui, là, est-ce que vous savez, vous avez des précisions sur là où se trouve Michel Sodinou? Non. D'accord? Alors, si Michel Sodinou doit communiquer, c'est qu'il ne communique pas quelqu'un. Et si c'est ceux-là dont je parle qui doivent communiquer, c'est à croire que c'est eux qui savent où ils se trouvent. Ce n'est pas bon. Corrigeons ça. Du côté de la mouvance de l'opposition également, j'ai vu les sorties, excusez beaucoup, il ne m'a jamais aimé, Guy Mitokpe, hasardeuse de Guy Mitokpe. Non, on est à la communication d'un parti politique, ce qu'il fait là, ça ne se fait pas. Parce qu'il met un message, après il supprime. C'est à croire qu'il n'est pas au cœur des décisions. C'est-à-dire qu'il y a peut-être qu'après, les gens qui se concentrent parlent, et il entend une fuite, il balance, et après il se rétracte, il supprime. Attention. Et puis, hier, ce qu'il a écrit après la sortie de
de Michel Sodinou, je pense que dans une communication de crise, il faut faire attention aux mots. Parce que celui qui est dans cette position, qui fait ce jeu, peut revenir de meilleurs sentiments à tout moment. Mais les mots utilisés dans la communication peuvent davantage le choquer à ne pas revenir sur sa décision. Encore que là où nous sommes, l'accident n'a pas encore sorti la liste. Donc, il peut à tout moment se rétracter et dire « Ok, bon, je laisse tomber parce que le peuple béninois m'appelle à la raison, tout ça. » Mais les mots utilisés et l'arrogance dans les mots peuvent davantage l'amener à ne pas fléchir. Donc, au niveau des deux camps, je pense que la communication doit être revue à bien des égards et pour ne pas nous entraîner dans une autre crise. Alors, cette crise peut-elle provoquer une scission au sein du parti? Mais c'est clair. C'est clair. Et c'est en cela que c'est une menace. Cette crise aujourd'hui peut faire en sorte que, malheureusement, on n'en soit pas, on ait des difficultés, que le parti ait des difficultés à produire les listes pour la communauté législative. Parce que il y aura ce camp qui va dire les fondeurs ou les fondeurs, si vous voulez, et on ne va pas les positionner, et ceux-là ont quand même des gens derrière. Je ne trahis aucun secret en disant que dans toute formation politique, il y a quand même plusieurs camps qui s'affrontent. Et au sein du Parti des démocrates, d'ailleurs, avec cette crise, on constate qu'il y a un camp de Rigaud d'été. Malheureusement. Alors, si vous décidez, par exemple, pour les législatives prochaines, de ne pas positionner Michel Sodinou, par exemple, alors, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, il faut voir, mais au-delà de Michel Sodinou aujourd'hui, hein, avec cette crise, avec Michel Sodinou, ne soyez pas surpris de voir le PRD, en tout cas Maître Adem Oubedi, ne plus soutenir ou bien s'aligner derrière les idéaux du Parti démocrate et d'aller carrément se ranger, se mettre dans les rangs de l'autre côté, comme c'est la dynamique aujourd'hui, tout le monde se met dans les rangs. Donc cette crise aujourd'hui aussi fragilise en partie le parti FCBE, pardon, les démocrates, dans la quête de partenariat ou d'association avec d'autres acteurs. Les acteurs, ayant compris que peut-être ce parti ne pourra pas aller à les élections, que ce soit pour les législatives ou pour la présidentielle, feront d'autres choix que d'aller s'aligner derrière les autres, parce qu'il y aura une crise également qui peut naître de ce côté. Alors, la même question pour vous, Hugues-Hector Zogo. Dites-moi, pensez-vous que cette crise actuelle au sein du Parti Les Démocrates peut entraîner une scission? Nous sommes déjà au cœur de la scission. La preuve... les résultats sont déjà là. Mais je voudrais quand même revenir sur deux petits éléments avant d'approfondir davantage ma réflexion par rapport à votre préoccupation. Le premier élément, c'est vrai, je suis en contact avec des acteurs de la mouvance, mais à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'ait confié, qui n'est pas d'accord avec la candidature de Romuald Wadaye. Deuxième élément, nous sommes effectivement au cœur d'une crise des valeurs. Nous sommes en Afrique. Si vous m'offrez un stylo à billes, je ne pense pas que, parce qu'il y a eu des accords entre nous, plus tard, vous puissiez encore revenir me dire que vous voulez retirer le stylo que vous m'aviez offert. En fait, c'est ce à quoi nous sommes confrontés là, en fait. Avec l'honorable Sodinou, c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Quoi qu'on dise, il a remis son parrainage déjà le 2 septembre. Qu'est-ce qui le pousse à venir retirer le parrainage plus tard? Et quelle est la forme utilisée pour chercher à retirer le parrainage? Oui, on veut bloquer un parti politique, on peut le faire autrement. On peut prendre la décision avant même que, puisqu'on sait qu'il y a un comité qui est mis en place. L'honorable Éric Oumounété, je vous le dis, il est en train de jouer une carte purement politique avec le Parti Les Démocrates. Vous saviez qu'il a saisi la Cour constitutionnelle. Ne soyez pas surpris que la Cour constitutionnelle, au cours de cette journée, puisse utiliser cet élément-là comme raison fondamentale pour statuer. Parce que quand Sodinou va se présenter, si la Cour lui demande des témoignages, il est en droit... Mais est-ce qu'il va se présenter? Pourquoi il ne va pas se présenter? Pourquoi ne va-t-il pas se présenter? Vous pensez un instant que... Justement, par rapport à la présentation ou non de Sodinou, je viens de constater qu'il y a un recours qui vient d'être déposé à la Cour constitutionnelle par Nouroudine Saka Saleh. Oui. Je lis rapidement. Enjoindre
au député Sodjinou de se présenter physiquement pour clarifier sa décision liée au parrainage ou alors suspendre le processus électoral lié à la présidentielle jusqu'à la présentation physique sans entrave du dit député. Vous connaissez ce que ça pourrait créer? En fait, les gens s'amusent avec la République. Il faudrait qu'on puisse arrêter. Parce que ça... Et ça, c'est un recours qui vient d'être déposé. Oui, ce recours-là, si la Cour constitutionnelle doit statuer, ça nous conduit vers ce qu'on appelle le vide juridique. Et si ça nous conduit vers le vide juridique, la conséquence immédiate, c'est que Patrice Talon va continuer par se retrouver à la tête de notre pays au-delà de 2026. Est-ce que c'est ce qui est souhaitable? Je vais maintenant répondre à votre préoccupation. La préoccupation veut savoir, est-ce qu'on est déjà au cœur d'une scission? La scission est là. Et je crois au cœur de toute famille, qu'elle soit politique ou non, il peut arriver qu'on ne se comprenne pas. Il peut arriver qu'il y ait peut-être même un enfant qui devienne rebelle. Dès qu'il est rebelle, ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'affronter peut-être les parents s'alignent rapidement derrière lui. C'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui qui visiblement soutiennent la démarche de l'honorable Sodjinou. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Puisque celui qui doit vous permettre, si la Cour constitutionnelle ne statue pas en faveur du parti Les Démocrates, celui qui doit vous permettre d'aller aux élections présidentielles vous a déjà donné rendez-vous pour les élections législatives. Et Roland a si bien dit, actuellement, la mouvance est en train de travailler pour sortir sa liste pour les communales. Qu'est-ce que le parti Les Démocrates est en mesure de faire, si ce n'est pas que le président Bouni-Yahi puisse convoquer une réunion de crise? Parce qu'on est au cœur d'une crise politique là. Convoquer une réunion de crise, ce n'est pas ce parti qui a souhaité que notre pays se retrouve une nouvelle fois pour une table ronde des assises nationales. Oui, s'ils ont pu demander au Bénin, à travers l'État, d'organiser des assises nationales, c'est qu'ils savent que quand il y a problème, on peut s'asseoir autour d'une même table. Moi, je souhaite aujourd'hui que le président Bouni-Yahi fasse appel à tous les dissidents. Ou même, au-delà de Bouni-Yahi, il doit forcément avoir... Quand vous prenez l'ancien secrétaire général du gouvernement, Edouard Ouin-Ouro, c'est quand même un sage. Il peut aujourd'hui prendre le devant et convoquer une réunion de crise. Écoutez tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure. Il doit au gouvernement. Pardon. Il est au gouvernement. Mais pardon, je voulais parler de... Il est dans la non, je voulais plutôt parler... il y a une ancienne secrétaire générale... Alassane Tigri. Alassane Tigri, merci. Il peut prendre le devant et convoquer cette assise-là. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a au cœur de notre pays ceux qui ne partagent pas le point de vue du président Patrice Talon. Et ceux-là, comment ils vont faire entendre leur voix? Ils vont faire entendre leur voix par les urnes, par ce qu'on appelle le vote sanction. Et il faut permettre à ceux-là de sanctionner. Et donc c'est de la même manière que ceux qui ne sont pas d'accord aujourd'hui avec le président Bouni-Yahi, il faut leur permettre de dire ce qu'ils pensent. Dès qu'ils vont le dire, vous allez voir, la tension va baisser. Et dès que la tension baisse, ils vont retrouver de nouvelles stratégies pour voir comment contrecarrer ce qui se met en place par la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce coup politique-là ne permettra pas au peuple béninois de donner suffisamment de crédit au parti Les Démocrates pour les élections communales et législatives à venir, au point où la deuxième personnalité du pays vient du parti Les Démocrates? Parce que oui, il y a un fait là, le fait politique est là, le parti ne se retrouvera peut-être pas pour les élections présidentielles. Mais voilà que le peuple souhaite avoir le parti Les Démocrates au niveau de plusieurs instances. Mais le peuple a la possibilité de créditer davantage ce parti-là pour les élections communales et puis les élections législatives. Dès que le parti a la majorité, facilement pour ce parti-là, donc d'avoir le prochain président de l'Assemblée nationale. Et à partir de ce moment-là, on aura ce qu'on appelle le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, c'est pas encore, rien n'est encore perdu pour moi. Rien n'est encore perdu. La seule chose aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu d'humilité qui anime peut-être les leaders qui se retrouvent à la tête du parti et qu'il y a aussi du consentement de sacrifice.
ceux-là qui pensent aujourd'hui qu'ils sont des incontournables et qu'ils sont en position de force pour créer des problèmes au parti, qu'ils puissent prendre de recul et se dire, au-delà de tout, quel est l'objectif fondamental que nous poursuivons? Qu'est-ce qui nous a amené à rester ensemble au cœur de ce parti, si ce n'est pas la conquête du pouvoir d'État? Alors, j'en parlais tantôt par rapport au recours de Saka Saleh. Roland, je voudrais bien que vous prononciez également sur ça. Je poursuis un peu le test dans la suite. Le député Michel Sodinou, présumé parrain du duo du parti Les Démocrates au terme du code électoral, puisqu'élu sur la liste du dit parti, est resté introuvable à cette date, donc dans l'impossibilité de délivrer son parrainage, et met donc le dit parti dans l'impossibilité absolue, ne serait-ce jusqu'à la date de sa réapparition physique, de remplir les conditions cumulées par la Constitution et le Code électoral. Il est donc matériellement et humainement impossible de dire si l'intéressé dont l'indisponibilité physique est manifeste désire ou non apporter son parrainage à un duo quelconque. La non-participation du parti Les Démocrates à l'élection présidentielle est une perte de chance pour le parti, les électeurs, la nation béninoise de vivre et faire vivre la pluralité, la diversité et la vitalité démocratique. Sauf à ce que la Commission électorale nationale autonome au cours où la Cour constitutionnelle ait pris parti en consacrant une violation du principe d'équité et d'égalité. Il ne serait que justice que la juridiction prononce la suspension du processus jusqu'à la réapparition physique du député Michel Sodinou aux fins de la clarification expresse de son option de parrainage. Où allons-nous? Je crois que où allons-nous? La question est à... Partagez-vous l'avis de Hugues Hector Zogo sur la question. Il a son avis, j'ai mon avis sur la question. Justement, je veux l'avoir sur ce plateau. Alors, vous le mettez en difficulté. Il faut poser la question à Michel Sodinou, qui est le maître d'orchestre de tout ce qui se passe. C'est à lui de nous dire où allons-nous. Et après, les politiques vont répondre, et après, la Cour va nous dire, parce que au thème de la décision de la Cour aujourd'hui, on saura où est-ce que nous allons. Alors, quand je regarde ce recours de Noureddine Saka Saleh, alors je suis d'accord que, évidemment, celui qui a suscité le débat et la polémique aujourd'hui, il reste demain Michel Sodinou. Et quand on va devant une juridiction, c'est que toutes les parties sont présentes et chacun apporte son argumentaire et l'autre aussi défend. Donc, en réalité, si on doit faire les choses et que Michel Sodinou dit qu'il est libre de ses mouvements et que ce que Maître Agbodjo a dit dans sa sortie n'est que fausse accusation, c'est le moment de le prouver. C'est le moment de le prouver en venant lui-même, en prenant sa voiture avec son chauffeur. S'il veut être sous haute surveillance, en tout cas sous cortège pour être à la Cour constitutionnelle, qu'on sécurise son arrivée à la Cour constitutionnelle et qu'il vienne dire devant les sages de la Cour ce qu'il reproche à son parti politique. Et je continue de dire, parce que le parti Les Démocrates va se rendre à la Cour constitutionnelle, mais on se rendra compte que, oui, c'est peut-être encore un huissier qui vient répondre, ou bien un avocat qui vient répondre au nom de l'intéressé. Non, on a envie d'écouter, d'avoir les réelles intentions de celui-là qui prive son parti et son parrainage, qu'il apporte des éléments, non seulement concernant ce qu'il dénonce pour le parti en parlant de régionalisme, et je voudrais rapidement sur ce point dire, comme je le disais, s'il y a des relents de régionalisme dans ce que nous voyons, il faut combattre. Sauf qu'on a pu voir que la même personne qui est traitée de régionaliste est allée nous amener, Zinsou en 2016, on l'a traité, on a dit que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le Bénin. Et dès lors que le parti avait été créé, on a pu voir quand même que la première personne à qui il a confié la façon de... Même si la première personne qui a dirigé le parti reste et demeure. C'est pas ça, je dis, un Béninois. C'est pas Noureddine Tchadé qui était le premier président du parti. Et ce n'est pas d'autres personnes de la partie septentrionale ou bien de ça qui était premier président. S'il a décidé de prendre le parti peut-être en main, c'est peut-être aussi, je suis d'accord, peut-être en partie avec Hugues sur la question pour dire oui, dès lors qu'il y a cette guerre éternelle entre lui et son ami, d'hier, devenu ennemi juré et devenu encore successeur au pouvoir,
c'est que chaque fois que Boniaï est là, ça peut déranger l'autre et il va toujours chercher des stratégies pour le contourner parce qu'il sait très bien que ce qui les a liés, la bataille qu'ils se sont livrés était assez redoutable au point où il ne faut pas se faire cadeau. Donc aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que Sodjinou, sa présence est indispensable à la Cour. Mais évidemment, est-ce que la Cour donnera suite à ce recours de... comment vous appelez? Est-ce que ce recours ne vient pas un peu en retard? Est-ce que ce recours ne vient pas un peu en retard? Parce que l'audience est à 10 h et il est 9 h là maintenant. Peut-être que le recours était parti depuis vendredi, je ne sais pas. Mais si c'est ce matin que c'est parti le recours à 8 h, évidemment, il faut enregistrer. Il faut enregistrer le secrétariat administratif. Il faut que ça passe dans les couloirs, aller voir telle personne avant que ça tombe sur la table du président de la Cour constitutionnelle. On peut vous dire qu'au moment où le président s'organisait pour l'audience, que le courrier n'était pas encore allé sur sa table, que c'est venu en retard. Donc l'un dans l'autre, mais sachant très bien que nous sommes dans un processus électoral et que tout ce qui concerne les élections, c'est à traiter en urgence. C'est une priorité. Peut-être que ça va être pris en compte. Mais si ça a été pris en compte, je pense que la Cour ne fera que reporter soit l'audience. Reporter l'audience pour dire, bon, on essaie, on enjoint, en tout cas, on demande à l'huissier de faire en sorte que son client se présente à la Cour. Donc, pour ça, l'audience peut être reportée. Maintenant, si, après plusieurs reports, évidemment, la Cour ne voit pas Michel Sodjinou, elle peut statuer et trancher. Et alors, trancher dans ces conditions, on peut, à tort ou à raison, interpréter comme on veut, mais malheureusement, nous sommes dans un pays... La décision serait prise. En fait, aucune surprise par rapport à ce qui pourrait arriver du côté de la... En fait, je le dis, hein, il faut... J'ai suivi hier, et je finis en disant cela, c'est-à-dire, j'ai suivi dans le direct de Abi Arandessi qui devrait recevoir Sodjinou hier sur TikTok en direct. Et Dadondo, en réalité, voilà, pour faire la publicité des passés qui vont, disait, là où nous sommes maintenant, là, que chacun y travaille pour sa famille. C'est plus la peine de dire, réfléchir, politique. Non. Et évidemment, ça va se passer, que chaque Béninois, ce matin en venant ici, j'ai vu des Béninois en train de vaquer à leurs occupations diverses, que chacun vaque à ses occupations diverses. Et c'est Dieu qui donne le pouvoir. Si Dieu décide que, comme vous appelez, Romain Wada, il prenne le pouvoir en 2026, ce sera ainsi. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, nous sommes là, nous allons constater les différents changements. Alors, deuxième sujet sur ce plateau, le temps étant parti, nous allons quand même l'aborder. Présentation du duo de candidats de la FCBE. Notre vision est celle d'un Bénin réconcilié, prospère et gouverné dans la paix, d'ici Paul Oronkwe, Hugues Hector Zogo. Contradiction totale. Une contradiction totale. Je n'arrive pas à comprendre celui qui a pu rédiger ce discours-là. À Paul Oronkwe. Contradiction totale. Et je pense que là, on devrait même lui retirer les différents parrainages. Vous n'êtes pas sérieux. Non, je suis sincère dans ce que je dis. C'est des mots très forts. La personne s'est retrouvée dans une posture d'opposant politique. Et subitement, pour se rendre aux élections, il trouve la formule et dit qu'à partir de 2026, donc au lendemain des élections présidentielles, qu'il va se retrouver dans la mouvance. Vous pouvez rappeler les trois mots qui ont été utilisés? Réconcilier, prospère et gouverner dans la paix, d'ici Paul Oronkwe. Quand il dit ça, ça veut dire qu'en réalité, tout ce qui se vit aujourd'hui, c'est l'opposé. Donc, réconciliation, prospérité et gouvernance. Ça veut dire que le pays aujourd'hui n'est pas un pays réconcilié. Si le pays n'est pas réconcilié, pourquoi il va chercher le parrainage de ceux-là qui ont mis le pays dans cet état de non-réconcilié? Il y a une contradiction. Je voudrais quand même que les acteurs politiques cessent de penser un instant que dès qu'ils livrent un message, que nous n'avons pas la possibilité de décrypter le contenu de ces messages-là qu'ils partagent avec nous. J'aimerais quand même qu'ils comprennent que le message du candidat ou le message livré par un parti politique est décrypté par au moins un citoyen du pays. Nous, on a l'intérêt, on accorde d'intérêt aux différents messages parce qu'on veut se dire, est-ce que ce que dit la personne est en mesure de le mettre en application? Aujourd'hui, on se retrouve avec 3 ou 4 courants
pour les élections, ben, on ne va pas être fatigué quand même de parcourir des écrits ou des contenus de messages de 4 ou 5 formations politiques au maximum. Avant, on avait une 50aine de candidatures et c'était difficile pour nous de parcourir le projet de société des candidats. Aujourd'hui, nous en aurons au maximum 5. Ça ne peut pas poser alors de problème pour nous. Mais comment il peut nous sortir ces mots? Il nous sort ces mots, ça voudrait dire qu'il est contre la mouvance en place. Ça voudrait dire qu'il trouve que la mouvance a mis le pays tellement à genoux qu'il est là en tant que sauveur. Mais pourquoi va-t-il alors au niveau de cette mouvance pour réclamer le parrainage? Parce que sans la mouvance, il n'aurait pas eu de parrainage pour se retrouver. Il ne serait pas candidat à cette élection. Même s'il est candidat, il n'aurait pas vu son dossier validé. Donc pour moi, je ne comprends pas. C'est la crise de valeur. La crise de valeur. On dénonçait tantôt sur ce plateau. Roland Laurent Tonéikes, quelle est votre lecture? Je n'ai pas de lecture à faire. J'ai déjà donné tout mon avis sur la question de Paul Rompé. Il est dans son rôle, il joue bien le rôle. Malheureusement, pour le PBNA, il sera le candidat par défaut de l'opposition. Il sera le candidat, si vous voulez, le faire valoir pour valider les élections. Et donc, oui, bonne chance à lui et à son colistier, qui est notre confrère. Même si on ne partage pas la vision de leur formation politique, bonne chance à eux et vivement que la démocratie triomphe. Alors, nous allons poursuivre ce numéro de Matin d'Éden.